Ça, c'est probablement le pire commentaire que tu peux avoir dans le code. T'arrives dans une section, puis là, clairement, il y a de quoi qui faisait de quoi, mais là, on veut plus que ça le fasse. On sait pas pourquoi. Puis on sait pas pourquoi il est encore là si on veut plus que ça le fasse. Là, on se demande, c'est-tu une erreur? Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode du podcast Les Semi-Colons. Je suis Philippe Vaillancourt, votre animateur, accompagné comme à l'habitude, non? En tout cas du moins pour les quatre épisodes du début, mon ami et collègue Nicolas Charette-No. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on continue dans notre analyse du livre Clean Code de notre ami Uncle Bob, Robert Martin. Puis on est au chapitre 4 sur les commentaires, les comments. Très intéressant. Vraiment. Quand j'ai préparé un petit peu cet épisode-là, puis j'ai révisé le livre, je me suis, dans le fond, ramené à la première fois où j'ai lu le livre. Puis je me souviens que j'avais une vision des commentaires qui est pas mal différente de celle qu'on va exposer, là, celle de Bob Martin. Parce que, puis ça, je veux t'entendre là-dessus, là. Moi, avant d'avoir lu ça, mon impression de ce que c'est quand je parlais avec d'autres développeurs, ce que je lisais sur Internet des fois, j'avais une impression globale que les commentaires dans le code, c'était quelque chose de très positif et souhaitable. Ouais. C'était une mauvaise chose de pas avoir de commentaires dans ton code. C'était quelque chose qui était recherché même. Ouais. Dans le genre, t'écrivais ton code, là, puis c'est considéré comme une bonne pratique. Après ça, prendre un petit peu de temps à revoir ton code, puis peut-être rajouter une couple de commentaires ici et là. Ouais. C'était pas mal mon impression. Mais là, on va voir que Bob Martin, il a une opinion un peu différente de ça. Ouais, toi, Moi, c'est exactement la même perception que j'avais des commentaires quand j'ai commencé. Je me rappelle un des premiers emplois que j'ai eu comme programmeur. Quand j'avais fini mon code, j'avais systématiquement fait le tour de tous mes propriétés, tous mes champs, toutes mes fonctions, toutes mes classes. Puis j'avais mis un bout de commentaire sur tout. Puis je m'étais pas fait arrêter quand ça avait passé au PR puis tout ça. C'était même quelque chose que dans mon équipe, à ce moment-là, il y avait comme pas d'opinion par rapport aux commentaires, mais une chose était claire, c'est que chaque chose était bien expliquée. Puis on dirait qu'à fur et à mesure que j'ai appris à programmer puis que j'ai évolué dans cette carrière-là, je me suis mis à en mettre de moins en moins. Mais je continue à tenir à certains endroits à mettre des commentaires, mais j'ai jamais révisé cette pensée-là de voir si c'est une bonne affaire ou c'est pas une bonne affaire. Ouais, fait que qu'est-ce qui t'a amené dans le fond à mettre des commentaires comment t'es moi, cette pratique-là? Moi, je me rappelle à l'école, ils nous disaient de le faire. Tu sais, même qu'ils nous montraient, on apprenait en Java à Bout-de-Boulogne. Puis en Java, il y a un concept qui s'appelle la Javadoc, qui est comme pas mal embed là dans les outils de Java. Puis quand tu mets tes commentaires t'es écrit d'une certaine façon, puis il y a même des snippets qui permettent de les autocomplete plus rapidement. Après ça, t'as une belle petite page web avec tout le nom de tes méthodes, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça, puis ça devient comme super clair de lire, tu sais, cet outil-là. Ouais. Mais encore là, tu sais, tu sais, à l'école, t'es pas en train de créer une librairie pour quelqu'un, là, t'es juste en train d'écrire du code pour ton professeur, tu sais. C'est ça. C'est pas mal similaire avec moi aussi. Je pense que c'est comme ça où est-ce que j'ai commencé à écrire des commentaires puis tout ça. Moi, j'ai surtout commencé en JavaScript, là. Puis il y a l'équivalent de Javadoc, c'est JSDoc. Okay. C'est exactement le même genre de syntaxe. Puis t'as des outils qui le parsent automatiquement, puis ça te fait une belle petite documentation. C'est vraiment cool. Puis moi, je pense que j'ai été exposé à ça probablement en regardant des librairies publiques là sur NPM. Là. Puis j'ai vu comment est-ce qu'il y en avait plusieurs qui
qui documentaient toutes leurs fonctions, puis je trouvais ça, c'était le fun. En plus de ça, dans l'IDE, ben là, ouais, puis quand tu l'utilises, tu tapes ta méthode, là, il y a l'autocomplete, puis en plus, ça. Tu lis, puis ça fait telle affaire. Ok, ouais. Ça, fait que je trouvais ça bien. Sauf que, ben là, je me suis mis à en mettre un peu partout, incluant, tu sais, dans du code qu'il n'y a pas personne sauf moi qui va voir, puis que ça va durer juste pour une semaine, puis tu sais, des méthodes internes, privées, toutes sortes de choses. En tout cas, on va revenir sur cette idée-là, mais il y a une place pour les commentaires, selon Bob Martin, puis il y a bien des places où ce qu'il devrait pas en avoir aussi, là. Puis ça devient assez rapidement évident. Moi, quand j'ai commencé à lire le chapitre, là, OK, il commence avec une citation de deux personnes que je connais pas, Brian W. Kernighan puis PJ Plower. Puis ça dit « Don't comment bad code, rewrite it ». Il n'y a pas de commentaire sur du code de mauvaise qualité, fais juste le réécrire, tu sais. Ouais. Fait que déjà, en rentrant, tu vois que peut-être pas un fan des commentaires, puis ça devient super évident au 3e paragraphe quand il dit, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire, je vais essayer de le traduire après, là. Il dit, The proper use of comments is to compensate for our failure to express ourselves in code. Note that I used the word failure. I meant it. Comments are always failures. Fait qu'il est pas très mitigé, là, dans son opinion. En gros, ce que ça dit, ça, c'est qu'on utilise les commentaires pour compenser pour notre inaptitude à écrire du code qui est explicite, qui s'exprime par lui-même, dans le fond. Fait qu'il dit, quand tu te sens obligé d'écrire un commentaire, c'est parce que il y a un manquement dans ton code, là. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Puis il dit que c'est pas mal. Et ça, j'adore complètement à ça parce que, peut-être qu'avant, je t'aurais pas dit la même chose, mais dernièrement, après avoir lu le clean code, tu vois, à chaque fois que j'arrive pour écrire un commentaire, je suis comme non. Puis là, je me mets à analyser un peu, puis on dit c'est systématique. Ben oui, il y a une belle façon de l'écrire en code pour que ça fasse du sens, que ça soit clean. Tu sais, des fois t'arrives dans un if là, puis ça c'est l'exemple le plus flagrant qui me vient en tête, mais tu regardes dans un if, puis là, ça regarde est-ce que l'âge est plus grand que 18, est-ce que son nom commence par la lettre C, puis est-ce qu'on est en mars. Exemple, là, j'exagère, mais comme juste d'écrire ces conditions-là dans le if, ça devient un if super long, qui n'importe qui est capable de le lire. C'est pas une question de dire je suis capable ou pas de le lire, mais tu boxes juste cette condition-là dans une fonction qui dit c'est quoi? C'est je sais pas moi l'ordre alphabétique des permis de conduire, tu sais je dis n'importe quoi, mais puis is je sais pas quoi, puis après ça quand tu lis ton if, c'est juste if is telle affaire, ben crime, j'ai pas de besoin de commenter ça. Ça va droit au but, ça dit ce que ça a à dire. En plus ça me force à découper, mais on va en parler plus longuement tout au long du podcast, mais pour moi le failure, je pense que c'est le niveau de je sais pas comment dire, mais il faut être direct comme ça pour que t'aies un flag derrière la tête à chaque fois que t'écris un bout de commentaire, excuse. On a martelé cette idée-là, je pense, sur plusieurs des derniers épisodes. Dans son style, Bob Martin, il est parfois très non équivoque. Tu sais, ça peut sembler dogmatique un peu, mais faut pas oublier que, puis il l'a dit, je pense, dans la préface du livre, qu'il est conscient que ça, c'est sa façon de voir les choses, c'est pas nécessairement la seule façon de voir les choses, mais des fois, c'est utile d'écrire le monde en noir et blanc plutôt que juste du gris, parce que ça rend ça peut générer des bonnes pratiques plus facilement, tu sais, puis des bons réflexes comme tu nous as décrit un petit peu là. Ouais. Puis regarde, c'est ça qu'il dit. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit « Every time you express yourself in code, you should pat yourself on the back. » Fait qu'à chaque fois que tu t'exprimes à travers le code, tu peux te donner une petite tape dans le dos. Bravo, c'est bien fait. Il dit au contraire, « Every time you write a comment, you should grimace and feel
The failure of your ability of expression. Fait qu'à chaque fois que tu utilises un commentaire, tu devrais grimacer, ça devrait t'agacer, là. Puis, tu devrais être conscient que c'est parce que tu t'as manqué de t'exprimer correctement en code. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Là, tu nous as décrit un peu ce genre de phénomène-là, là, maintenant. Puis j'avoue que moi aussi, c'est un petit peu ça qui se passe, là. Puis l'affaire, c'est que ça devient évident que tu as beaucoup moins besoin de commentaires dans ton code. Quand tu m'en pratiques aussi les autres principes du clean code, certains qu'on a déjà vus dans les derniers épisodes, puis d'autres qu'on va voir dans les prochains, là, ça devient plus évident et simple de pas utiliser de... Ça devient intuitif parce que, tu sais, juste en partant, si on revient juste sur les fonctions, le fait que tu as une petite fonction qui se lit en quelques lignes, qui est bien nommée, ça dit tout ce que ça a à dire. Ouais, c'est ça. Puis, regarde, il dit, des fois, on est en train d'écrire notre code puis on se dit, ooh, I better comment that. No, you better clean it. Puis c'est vraiment ça le réflexe qui nous invite à avoir. Il commence par passer à travers les quelques endroits où ce qui lui considère que c'est correct, peut-être même souhaitable d'utiliser un commentaire, là, même si on voit clairement que, disons, sa position de base, c'est tu devrais autant que possible là, pas en avoir. Si c'est possible de pas en avoir, je pense que tu devrais viser pour ça. Mais là, dans le chapitre, il commence par nous dire voici quelques-uns des endroits où ça peut être souhaitable d'en avoir. Un exemple de ça, il parle des legal comments. Fait que c'est vrai que des fois, dépendant de comment est-ce que notre projet est structuré, puis bon, des obligations légales de notre compagnie, puis toutes sortes d'affaires, c'est possible que dans chaque fichier de code source, on soit obligé d'avoir une certaine mention légale. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas le choix. Il parle de certains commentaires, il appelle ça des informative comments. Puis il donne un petit exemple, là. Mettons que tu avais une fonction abstraite qui appelle responder instance qui retourne un type responder. Fait que là, il dit, tu pourrais avoir un commentaire au-dessus qui dit returns an instance of the responder being tested pour être un petit peu plus spécifique dans c'est quelle sorte de responder, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on... Mais, par contre, il poursuit en disant tu pourrais aussi probablement juste renommer ta fonction à responder being tested. Clairement. Fait que, tu sais, il nous dit, ouais, ok, dans ce genre de situation-là, ça pourrait être pas pire, mais sais-tu quoi, même là, je pense qu'il y a souvent moyen de pas en avoir, puis juste de bien nommer ta fonction, ça fait la job, là. Ça, je suis d'accord avec ça. Le prochain, il dit explanation of intent. Trouves-tu que c'est une bonne utilisation des commentaires, ça, pour expliquer l'intention du code? Dans son exemple, je te dirais oui, parce que il y a probablement, il s'est probablement, je vais le dire en termes extend, il a étendu d'une classe parent. Puis c'est une méthode qui est relativement générique, là. On parle de compare to. Fait que dans ce cas-là, le compare to retourne un int, donc ça peut être un chiffre. Souvent les compare to, on va voir moins 1, 0 puis 1, juste pour dire plus etc. Plus grand égal ou plus petit. Mais là ici dans ce cas-ci, il est en train de comparer avec un certain type, puis il peut juste comparer avec ce type-là. Fait que je pense que ici, étant donné que c'est quelque chose qui est ultra générique, qui fait en sorte que quand tu vas l'implémenter, tu peux pas changer nécessairement le nom de la méthode pour quelque chose de clair. Je trouve ça quand même bien qu'ils viennent ajouter un commentaire ici. Mais j'ajouterais peut-être quelque chose à ça. Peut-être que dans le compare to, ça devrait appeler une fonction qui, elle, est bien nommée puis qui explique l'intention. Fait encore là, je pense qu'il y aurait possibilité de passer à côté du commentaire. Moi, moi, ce que je me suis dit aussi, c'est que là, il fait, dans le fond, ce qui se ramasse à faire, c'est un if statement dans ton compare to. À l'intérieur du if statement, il retourne, dans le fond, un autre call à un autre compare to.
Fait que ça, c'est correct, t'as pas besoin de te border de ça, mais là, dans le fond, c'est une fois qu'il sort du if statement, il y a pas un else, il y a juste un autre return, puis t'as ton return one. Qui est comme t'as bien expliqué, là, qui est une façon de Puis dans ce cas-ci, c'est un peu un shift magique. Mais là. c'est ça, moi je me suis dit, à la limite, il aurait pu faire tout simplement juste une variable, un constant, c'est ça, exactement, où est-ce que tu dis, là, son commentaire, c'est « We are greater because we are the right type ». Ça pourrait être const greater because of right type égale 1. Puis là, dans le code, tu fais return greater because right type, tu sais, ou quelque chose comme ça. Mais bon, on s'entend que pour une affaire comme ça, c'est peut-être plus simple puis aussi lisible là, que c'est parce que ça va être aussi long lire le nom d'une méthode que de lire ou le nom d'une propriété ou d'une constante que de lire un commentaire, puis probablement que le commentaire va être moins bien écrit que le nom de ta fonction. Parce que le commentaire, on dirait que quand tu tombes en mode commentaire, automatiquement tu tombes en mode sloppy. Puis là, désolé de le dire comme ça, mais tu sais, tu mets tes 2 slash puis là, ça c'est une petite zone là, je peux écrire n'importe quoi. Ça coûte rien, hein? C'est pas du code, c'est pas ça va compiler, peu importe ce que j'écris. Fait que là ça laisse place à de la fantaisie de syntaxe, de mettre des étoiles, des virgules, des espaces. Des petits dessins en ASCII. C'est ça. Au final, il y a juste, tu sais, là, tu tombes un peu dans le mode cube, là, tu sais, qu'on ne serait pas supposé d'aller jamais. Tu me fais penser à quelque chose. On s'est pas attardé. On a exprimé, là, le fait que il commence fort en nous disant qu'il est pas fort là-dessus. Puis là, finalement, là, les commentaires, mais on n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il aime pas ça. Fait qu'on peut revenir juste vite, là, mais en gros, une des grosses raisons que lui exprime, puis ça fait vraiment du sens, là, quand tu y réfléchis, c'est que, il dit que the older a comment is and the farther away it is from the code it describes, the more likely it is to be just plain wrong. The reason is simple. Programmers can't realistically maintain them. Ça, il a raison. Je suis sûr que toi aussi, tu l'as vu tellement souvent comme moi, là. T'écris un commentaire ou en tout cas, t'arrives dans du code où quelqu'un ou toi a écrit un commentaire. Le commentaire s'applique plus. Le code a été changé à travers les jours et les semaines. Là-dedans, t'as même pas le goût de toucher aux commentaires parce que tu dis comme s'il est là, il doit avoir une raison pourquoi il est là. Exactement. Fait que là, t'es comme, il amène peut-être encore de la valeur. Moi, je comprends pas la valeur, mais peut-être celui après moi, lui, va la comprendre. Ça, exactement. Je veux pas rien briser. Écoute, c'est peut-être, tu sais, en tout cas, je comprends pas, mais c'est pas là pour rien, cette affaire-là, tu sais. Mais finalement, c'est des cookies qui traînent dans le code, qui veut plus rien dire. Fait que ça, c'est une chose, puis c'est vrai, dans le fond, parce qu'il dit, the farther away, comment est-ce qu'il dit ça? The farther away it is from the code it describes, en plus de parler comme du temps, mais la distance, l'espace comme physique, ça aussi, ça arrive. Tu sais, des fois, tu as une ligne de commentaires qui, probablement qu'avant, elle était vraiment au-dessus de l'affaire qu'elle expliquait, là, ouais. Mais là, avec le temps, la fonction a été changée, découpée, rajoutée, rallongée, puis le commentaire est resté à la même place. Puis s'il s'applique toujours, mais il s'applique à quelque chose qui est comme 18 lignes plus bas, puis des fois il s'applique même plus, tu sais. Fait qu'il y a des bonnes raisons d'éviter ça parce que c'est dur il y a comme un coupling dans le fond, entre ton commentaire puis une partie de ton code. Puis il faut que physiquement, mentalement, tu gardes ce coupling-là, puis tu le maintiennes. C'est très, très dur à faire. T'sais. Si t'es tout seul, peut-être, mais en équipe, tu vas pas peut-être même pas travailler dans la même section deux fois, tu sais. T'es en train de travailler dans ce bout-là maintenant. Qu'est-ce qui te dit que la prochaine fois, c'est toi qui vas retourner dans ce bout-là? Exact. Ou même que dans l'équipe où tu vas être rendu, ou dans le projet où ce qui va être rendu, que tu seras peut-être pas meilleur dans une autre section, puis quelqu'un d'autre va venir reprendre cette section-là. Fait que les commentaires, tu peux pas... Ça, je suis complètement d'accord. Tu peux pas t'attendre à ce qu'ils soient maintenus correctement. Puis je pense que c'est la dernière chose qu'on maintient. Tu sais, ça va arriver que c'est la première chose, le premier réflexe qui nous vient en tête pour expliquer un comportement.
mais c'est la dernière chose qui nous vient en tête pour le mettre à jour quand c'est le temps de le... Ouais, mettons qu'il y a un deadline, t'es pressé, faut que t'aies changé de quoi pour un bug, le client t'as de la pression, là t'arrives là, t'as finalement isolé la partie du code où ce que le problème est, là tu vois qu'il y a un commentaire, pas le temps de lire ça, là j'ai vu c'était quoi le problème, change ça, puis là, faudrait peut-être que je change ben là j'ai pas le temps de niaiser avec ça restera là, puis c'est tout. C'est certainement pas une bonne pratique, mais ça arrive, ces choses. Il veut pas, pour venir à une des choses que Bob Martin disait dans les premiers chapitres, si t'arrives à quelque part pis qu'il y a une vitre de briser, ça dérange moins d'en briser une autre. Fait que si t'arrives dans une place où il y a plein de commentaires qui traînent, c'est plus facile de te laisser traîner, toi, avec, d'en rajouter qui sont pas super bons. Mais tu sais, juste pour revenir, admettons, sur une fonction, si on ajoute un commentaire sur la fonction, clairement, ça veut dire que il y a deux choses. Soit qu'elle est pas assez explicite, le nom il est pas bon, soit qu'elle fait trop de choses. Puis si elle fait trop de choses, puis c'est important qu'elle fasse toutes ces choses-là, pourquoi tu t'en vas pas coder un test unitaire qui teste toutes les inputs, les outputs, qui va bootstrapper comme faut ta fonction, puis à la limite ton test va avoir un nom de fonction qui est ultra long, qui est super explicite, ça c'est quasiment ton commentaire. Si jamais quelqu'un vient changer ce bout de code-là, il roule les tests, ça brise, les commentaires sont dans tes tests là, tant qu'à ça. Ça les gens ont tendance à oublier ça, les tests unitaires, c'est qui sont bien écrits, c'est une forme de documentation. Tu sais, c'est un endroit où tu peux aller quand tu te demandes. Mais la business logic est testée en partie par les tests unitaires. Il y a peut-être un meilleur exemple que celui qu'on a donné là pour ce qui est de des commentaires qui expliquent l'intention. Puis cela, je pense qu'il serait dur à remplacer là. Il donne l'exemple c'est un for loop dans le fond à l'intérieur d'une fonction. Puis d'ailleurs c'est une fonction de test. Tu sais. Puis il y a 25 000 itérations là dans le loop. Puis dans le fond son commentaire c'est ça. Fait que tu sais il dit this is our best attempt to get a race condition by creating large number of threads. Ça j'avoue que ça rajoute de quoi là ce petit commentaire là. Mettons que tu vas voir cette fonction de test-là, puis là, t'arrives là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? 25 000 itérations, écrit des trucs. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il fait ça, là? Là, il te l'explique pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça. Tout ça bien. Je pense que c'est à sa place, tu sais. Ouais, rendu à cet endroit-là, je pense que c'est... puis surtout, c'est un test, fait que le test, à moins que le processus change, tant qu'à moi, le test devrait rester là, tu sais. C'est la meilleure attempt de faire une grande collection de threads, tu sais. Ouais, parce que tu sais, imagine-toi que le commentaire t'es pas là, t'arrives là, t'as un loop de 25 000. Là, t'es comme, mais pourquoi 25 000? Pourquoi pas 28? Pourquoi pas, tu sais, pourquoi c'est 25 000? Puis là, pourquoi c'est, fait que là, pourquoi est-ce qu'il, fait que là, au moins, tu dis, OK, il a juste pris un gros chiffre de même, c'est pas important vraiment le chiffre, il est juste en train d'essayer c'est un test de performance, dans le fond, si on veut, là. OK, un autre type de commentaire que Bob Martin a de l'air à dire que c'est correct, là, c'est des commentaires pour clarifier, clarification. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple ici, là? Je regarde. Oui, OK, c'est, dans le fond, des commentaires. Il donne encore un exemple avec des genres de compare to, là. Fait que c'est dans un test, l'exemple qui nous donne dans le livre. Encore là, il faut se demander parce que c'est encore des exemples avec des magic numbers un petit peu là. Ouais, c'est ça. Je pense à JavaScript, dans le fond c'est ça, c'est l'équivalent du compare to. Où est-ce qu'on a une fonction sort. Mais tu sais, la convention là, souvent, c'est sûr peut-être qu'elle est mal compris à travers tous les développeurs, mais tu sais. Quand tu compares deux choses, absolument, c'est la gauche avec la droite. Puis, si tu veux savoir si les deux sont égales, s'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Fait que tu sais, si tu fais compare le premier au deuxième, puis que ça donne moins 1, ben c'est le signe plus petit. C'est comme ça va dans un sens. Mais c'est vrai que ça peut être confondant. Tu sais, égal 0, égal moins 1, égal 1. Bon, peut-être que mettre un petit commentaire à côté pour exprimer clairement que B est plus grand que A.
bon, c'est pas la fin du monde. Là, je pense que rendu à ce stade-là, c'est un commentaire qui se lit en que 4 caractères. Là. Ouais. L'alternative à ça, pour exprimer ça en code correctement, ça aurait été de faire une fonction qui wrap tout le A point compare to, tu passes le paramètre A est égal à 0, fait que là tu ferais une fonction A is equal to A. Ou tu sais, A is not equal to B. Tu peux nommer tes fonctions comme ça. Ça aurait pu se faire, mais je me demande si c'est pas plus rapide parce qu'on est tellement habitué de voir cette syntaxe-là de A égale A ou A est plus, le signe plus grand que B. Fait que, c'est pas pour rien qu'il a mis ça comme étant un genre de situation où là, ça serait peut-être acceptable ou préférable de faire un petit comment, là, qui tout de suite après. Dans le fond, c'est des commentaires qu'il fait juste après la ligne, pas, sur la même ligne, tu sais, dans le fond, là, c'est pas au-dessus, fait que tu prends pas plus d'espace non plus, Non, c'est ça. Puis, non, ça, dans ce cas-là, je pense pas que c'est... Mais tu sais, pendant que dans un pull request, je mettrais le commentaire. T'as-tu vraiment besoin de ça, tu sais? C'est bon de se poser les questions, en tout cas. Ouais. S'il y a une alternative qui est meilleure. Puis je pense que c'est ça qu'il nous invite à faire, dans le fond. Questionne-toi, là. Quand tu viens d'écrire un commentaire, demande-toi, je suis en train de compenser pour moi, mes failures. mes failures d'expression dans le code. Puis des fois, c'est parce qu'il y a juste pas moyen de s'exprimer mieux. Ouais. Ça peut arriver. Mais c'est relativement rare. Ben, tu vois, ce cas-là, là, du compare to avec le commentaire, ça me fait penser à un autre cas. Il y avait, c'est pas nécessairement une bonne pratique ce que je vais dire, mais reste que j'avais quelqu'un que je connaissais, un développeur, que lui, il mettait tout le temps des parenthèses par-dessus ses multiplications, ses soustractions, comme pour invariablement, même quand on n'a pas de besoin. Même quand on n'a pas de besoin, juste pour dire, OK, bon, mais ça, là, je fais la soustraction, puis là, ça, c'est boxé, puis là, je prends le résultat de ça. Mais si tu fais, mettons, i moins 1 égale 0, c'est clair qu'avant le égal, il va faire le i moins 1, tu sais. Fait que t'as pas besoin de le mettre. Mais il mettait tout le temps comme en parenthèse, comme pour se rassurer, mais si tu fais juste regarder comment le compilateur fonctionne puis comment le langage y est fait, c'est clair que dans la priorité des opérations, c'est fait avant, t'as pas besoin de les mettre, tu sais. Mais ça revient un peu pour le compare to, tu sais, dans le fond, c'est une convention là, compare to -1 0 1, c'est là pour comparer des dates, des chiffres, des ce que tu veux là, tu sais. Fait que de mettre le petit commentaire à côté, c'est comme c'est quasiment pour te rassurer là plus que d'autres choses que tu fais la bonne affaire là, tu sais. Moi la façon que je le vois, c'est peut-être plus un genre, parce qu'il y en a beaucoup là, on s'entend, il y en a une dizaine là de c'est toute une ligne de assert dans le fond, des différents types de compare, fait que égal, pas égal, plus grand que, plus petit que, puis de différentes affaires. C'est peut-être une façon aussi plus rapide, si mettons pour une raison quelconque, il faut que j'aille checker un de ces cas-là. C'est plus facile de le spotter rapidement. Je regarde le commentaire à côté. Moi, là, OK, je cherche la ligne qui me parle du... Tandis que là, s'il faut que je scanne le OK est égal à 0 et plus... Tu sais, c'est plus... mais clairement, là-dedans, j'aurais toutes les Wikipage paths, les objets qu'il génère avant son test, il serait prendre dans une méthode qui s'appellerait setup. Ouais. Puis probablement que j'aurais un test par ligne de assert, puis probablement que le test serait nommé is greater than. C'est un bon point. C'est peut-être dans le fond cet exemple-là, il l'a peut-être construit un petit peu là pour les commentaires. Parce que lui-même, je suis pas sûr qu'il écrirait son test exactement de cette façon-là. Là. Mais bon, c'est pour exprimer un petit peu là dans genre de situation. Mais c'est drôle parce que dans le fond, tu vois qu'il se force quasiment pour trouver des places. D'après moi, tu sais, il a écrit ce chapitre-là, pis ça devait être solide comme les commentaires, ça va pas de la... Puis là, il s'est relu une couple de fois, il a fait comme, faudrait peut-être que je trouve une coupe de place, là, pour pas avoir l'air complètement déraisonnable. Mais même là, il y a eu de la misère, tu sais, à trouver des... L'autre est bon aussi. Warning of consequences. Un avertissement des conséquences. Fait que là, t'as des exemples comme, don't run unless you have some time to kill. Ça, c'est un autre loup. C'est quoi? C'est un loup, ça, j'imagine, aussi, de comme 10 millions ou je sais pas right line to file, c'est comme 1 million de lignes. C'est comme ça risque d'être long. Là.
Une autre affaire, c'est ça c'est bon aussi, tu sais, comme c'est une fonction qui est pas thread safe, je pense. Simple date format is not thread safe, so we need to create each instance independently. Ok, ouais, je comprends. Ouais, fait que c'est des exemples là, où est-ce que tu peux sauver de la douleur à quelqu'un d'autre qui s'en vient pour utiliser ton code là. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est que t'as plus pendant que tu es en train de coder, tu as une compréhension du contexte dans lequel cohabite le code ou ce que tu es en train de décrire. Puis c'est pas ton code qui a les mauvais nombres de fonctions, de variables ou peu importe. C'est vraiment, tu fais juste expliquer pourquoi tu fais une nouvelle instance. C'est parce que, bon, je suis pas thread safe. T'sais. Fait que je trouve ça bien aussi. Ouais. Un autre exemple, on va passer rapidement sur ceux-là. Là. Il parle des commentaires to-do. Tu sais, Alex, c'est quelque chose qui est... c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, je dirais. Pas bien. Puis, bon, avec les outils qu'on a maintenant... mais bon, lui, ce qu'il disait, c'est que... en fait, lui, son point de vue, c'était que maintenant, à cause des IDE qui peuvent facilement spotter les to-do dans tes commentaires, c'est pas mauvais d'utiliser ça. Parce que t'es perds pas. Tu sais, tu as une place facile dans ton outil où ce que tu peux toutes les voir, puis là, c'est facile de les effacer quand tu l'as fait, ou fait que je comprends. Moi, je suis pas un fan de ça, moi non plus, là. C'est pas l'outil que j'utiliserais. La seule place où ce que vraiment je mettrais un to-do, là, selon moi, ça serait, admettons, j'ai pas le temps d'implémenter, une fonction, puis ça sera pas utilisé, à court terme, ou peut-être même à l'inverse. C'est utilisé présentement, c'est pas optimal, il y aurait moyen d'avoir des gros gains de performance, puis je vois déjà, mettons, la solution en tête. Peut-être je vais mettre un to-do, éventuellement, faudrait X, Y, Z, puis quelqu'un d'autre qui tomberait là serait capable de dire comme ok, ouais, je comprends pourquoi ça serait bon, mais j'ai l'impression que c'est un commentaire que tant que ça tombe pas dans les oreilles d'un manager, ça risque de tomber dans le néant. Je me questionnais un peu, là, je suis d'accord avec toi, je me questionnais un peu si ce serait pas juste préférable d'écrire une tâche dans ton outil, tu sais, si tu utilises Jira ou quelque chose comme ça. Moi, là, j'ai le feeling là, que c'était probablement une bonne pratique dans le temps où ce que t'avais soit des post-it pendant que tu codais, puis soit que t'avais 15 000 post-it à côté de ton bureau, tu pouvais le laisser dans le code, tu sais. Ouais, ça se peut bien parce qu'il est fort sur les post-it, Uncle Bob. Ouais. C'est pas un gros fan des outils comme Jira, ces affaires-là. Là. Mais maintenant, on documente beaucoup l'extérieur. Ouais, fait que je sais pas, tu sais, je suis pas contre, mais je suis pas quelque chose que je fais ben gros, moi non plus, là. C'est pas dans mes réflexes, disons. Ouais. Fait que là, il parle justement des Javadocs comme étant, mais pour les API publics. Puis c'est vrai que ça fait du sens. Ouais. C'est écrit une librairie qui va être utilisée par d'autres utilisateurs qui ont pas d'affaire à voir le fonctionnement interne de cette librairie-là. Puis là, tu leur exposes un API, des fonctions, des classes. Là, ça fait du sens. Ça risque probablement d'être des méthodes que tu vas tracker via des tests unitaires, et que si éventuellement tu as un break-in change, tu vas vouloir explicitement le dire qu'ils sont deprecated pour un prochain API, puis tu sais, etc. Puis tu sais, mettons, moi je viens du monde du .NET, si tu fais un API, souvent un des outils qui est utilisé s'appelle Swagger, qui va venir utiliser un peu un principe de Javadoc directement sur tes méthodes de contrôleur. Ça veut dire les endpoints que tu peux caler de l'extérieur, mais t'as pas besoin de documenter les 400 sous-classes qui sont derrière, là, tu sais. C'est sûr. Mais même que tu veux pas, probablement. Right? C'est ça. Aider les hackers. Si tu mets nul ici, tu vas avoir accès à toute la base de données. Si t'as ça comme implémentation, t'as un problème, là, mais... Fait que là, on tombe... Fait que ça, c'était les places où ce qui jugeait que c'était acceptable ou peut-être souhaitable d'utiliser des commentaires. Là, tu tombes dans la liste après ça des places où ce que tu devrais pas en avoir ou les types de commentaires que tu devrais pas avoir. Puis c'est pas compliqué, c'est tout le reste, là. Je sais pas si c'est nécessaire de passer ligne par ligne à travers toutes les choses, mais il y en a un que je vais dire... un là que je trouvais qui était bon, il dit les redundant comments, donc les commentaires redondants. The comment probably takes longer to read than the code itself. Puis ça c'est vrai, puis j'en ai vu aussi là, puis des fois le commentaire c'est juste
mettons, t'as ta fonction fetch user. Puis là, t'as un commentaire au-dessus. This function fetches the user. Ouais, c'est ça. Pas de même, là. Fait que, ouais, et ça, c'est un exemple. Ou des fois, c'est peut-être un petit peu plus... c'est un petit peu moins niaiseux que ça, là. Des fois... Mais à Mané, il dit, la seule vérité, c'est le code. Ouais. Les commentaires sont remplis de fausseté. Ouais, ben oui, en tout cas, un méchant gros risque. Mais là, l'autre chose, je pense, c'est aussi tu sais, mettons les commentaires sur des propriétés, là. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que tes propriétés, tu changes, t'échanges d'ordre ou que t'en ajoutes ou peu importe, puis tu penses pas là de nécessairement regarder, puis ton commentaire se met à se promener des propriétés, puis il veut même plus commenter la bonne propriété. Tu sais. Déjà en partant, ça c'est un cas que j'ai déjà vu. Mais y a-tu d'autres commentaires que toi tu utilises ou que tu vois au quotidien que mettons Bob Martin a pas nommé, mais que toi tu considères comme bien? Que moi je considère comme bien, honnêtement, non. Ça fait un petit bout que je l'ai lu, moi, puis je l'ai lu plusieurs fois, le Clean Code, fait que j'ai vraiment pas mal intégré ce réflexe-là de pas en écrire, de rechercher à pas en écrire. Fait qu'à part ceux qui ont exposé déjà, là, non, pas vraiment qui me viennent à l'esprit. Il y en a un seul qui me vient en tête, puis je sais pas quoi en penser, mais c'est les regular expressions. Les regex dans le fond, ouais, là. Ouais. Souvent, bon, je dis pas quand t'en copies une d'internet pour valider un email puis qu'à 500 caractères de long, mais admettons là une que t'écris toi-même, là, que tu comprends, là, tu sais, tu t'assures qu'il y a 4 digits entourés de parenthèses avec un tiret, puis des fois la syntaxe du regex c'est tellement dur à lire que je vais juste mettre une ligne de commentaire par-dessus, dire bon ben une parenthèse suivie de 4 chiffres de 0 à 9 suivi de une parenthèse fermante, tu sais, juste pour expliquer ce que j'ai, tu sais, mon regex était lisible, puis c'est clair qu'il va être lisible à tout jamais, là, tu sais. En partant, c'est illisible, mais ça fait partie des commentaires qui a déjà la section où ce qui dit les commentaires de clarification. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça, puis c'est pertinent. Ouais, c'est pertinent. Très pertinent, même, je dirais, là, parce que... Ben, c'est parce que même si je bâtirais le regex dans une fonction, puis j'essaierais de donner un bon nom à fonction, ça explique pas plus si tu veux modifier un regex ou aller, tu sais, la comprendre, tu sais. Mettons un format de date ou des choses comme ça, un nom de fonction avec un format de date, formats, date to YY, en tout cas, à la limite, ça pourrait, dépendant de c'est quoi, mais il y a d'autres affaires plus compliquées, là, OK. Fait quelle autre place particulièrement ce qui nous dit qu'on devrait éviter? Ah oui, les logs, je pense qu'il parlait des journal comments qu'ils appellent ça. J'imagine, moi j'ai jamais vécu ça, mais j'imagine qu'il y a été un temps où est-ce que les gens documentaient les changements qu'ils faisaient au code source ou dans le fichier avec des commentaires en haut. J'imagine qu'ils mettaient ça en haut du fichier ou en bas complètement, je sais pas. En bas complètement. Là, ils mettaient une date. En haut, puis peut-être en haut, mais oui, avec Git maintenant. Ah oui, c'est ça. Ça fait aucun sens avec nos outils de versioning puis tout ça comme Git. Mais je l'ai déjà vu. Puis c'est plate à dire, mais je pense qu'à l'école, il y en a certains qui montent encore ça. Là. Ah ouais? Ouais. En tout cas, j'ai rien contre l'école, là, mais tu sais, je pense que l'objectif derrière ça est pas c'est pas la bonne place où le mettre. C'est intéressant d'avoir ce genre d'informations là, tu sais, d'être capable de loguer quand est-ce qu'on l'a modifié, c'était quoi l'objectif, mais je pense que c'est avec un bon commit message. Tu le tags ton fichier d'une certaine façon avec ce message-là, tu sais. Fait que quelqu'un qui va aller voir ce bout de code-là, il a été modifié par qui, dans quel contexte, il retrouve le commit, il est capable de voir le message.
Là, c'est d'avoir une bonne rigueur au niveau des commit messages. Ouais, parce que je regarde son exemple qu'il donne, puis c'est carrément, ça a l'air carrément, c'est comme l'équivalent d'un commit message. Là, t'as une date puis une petite explication du changement qui a été fait au fichier puis tout ça. Sauf que là, il est tout le temps présent. T'sais, on a besoin de cette information-là. Ben, quand même assez souvent, mais pas tout le temps. C'est quand trop facile de pas le maintenir. Ouais, c'est en plus. C'est trop facile. Ouais, tu sais, ouais. mon changement, j'ai pas le goût que personne le sache, là. Ouais. Je me le mettrai pas, le mien. Fait que là, tu commences avec juste la moitié des changements. Ouais, juste ceux qui sont contents de leur changement. Ça pourrait être effacé facilement aussi. Là, si ça tu veux que ça se rentre dans le master, faut que tu le commettes. Tu mets ton nom, la date. Petit goutte de sang. Celle-là, on en a parlé juste parce que c'était tellement évident, mais il dit don't use a comment when you can use a function or variable. Fait que c'est un bon point. Dans le fond, c'est comme un commentaire, mais en utilisant le langage de programmation qui est à notre disponibilité. Là. Puis tu vois, moi, une des places que je voyais les commentaires comme utiles, c'était... Il y a un moment donné, j'ai tombé dans une phase où ce que je comprenais, c'est que c'était important de coder l'interface, pas l'implémentation. Puis quand je commençais à programmer, dans le scope où ce que j'allais coder, je commençais tout le temps par me mettre un commentaire, étape 1, telle affaire, étape 2, telle affaire, étape 3, telle affaire, étape 4. Puis là, après ça, je me créais une interface. Là, j'allais nommer mes méthodes pour l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Puis souvent, à la fin, mes commentaires restaient, puis même j'allais les enrober d'un peu de détails ou peu importe. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était plus un commentaire pour m'aider à starter, juste pour découper ma pensée. Tu sais, au lieu de prendre une feuille de papier, pseudocode dans le fond. C'est ça, tu sais. Je fais ça moi aussi. Mais maintenant, il reste plus dans mon code à la fin. C'est juste une partie du processus, tu sais. Ça compile, au moins. Je suis capable de mettre des tags dans mon code, mais il s'enlève après. Tu sais. Oui, parce que là, t'as chaque section ou chaque étape de ton algorithme, tu t'assures de le nommer avec des bonnes variables ou des bons noms de fonctions. Fait que le commentaire est plus nécessaire. Là, mais au départ, quand tu commences avec une page blanche, surtout si tu as un algorithme un petit peu plus complexe, là, avec plusieurs étapes, ben c'est pas mauvais de faire ça. En tout cas, moi j'aime bien cette méthode-là, moi aussi. Je l'utilise. Puis en codant, je pense souvent on est capable de figurer les grandes lignes, mais peut-être pas tous les détails. Puis en codant, t'es comme en mode preuve de concept, là. Ça va-tu marcher? Vas-tu capable de connecter le bout de droite avec le bout de gauche, les mettre ensemble? Puis là, une fois que t'as réussi ça, là, c'est là que tu commences à enrober ça de beaux codes, de bons noms de variables, etc. Puis c'est là aussi que tu devrais cleaner tes commentaires. Puis tu vois, c'est drôle, hein, parce que là, tu décris un processus qui est contraire à celui qu'on a décrit au début, celui qu'on avait l'impression qui est considéré par plusieurs comme étant une bonne pratique, où est-ce que tu écris ton code, puis là, à la fin, tu rajoutes des commentaires. Tu fais le tour, puis là, tu regardes où tu peux rajouter des explications, puis des commentaires, puis tout ça. Là, on est en train de dire que, dans le fond, selon Bob Martin, puis je pense qu'on est pas mal tous les deux maintenant d'accord avec ça, ça devrait être le contraire. Tu écris ton code, si tu veux, mets des commentaires pour t'aider, puis te définir. Mais à la fin, assure-toi d'avoir des bonnes variables, des bons noms de fonctions qui expriment ce que tu es en train de faire, puis débarrasse-toi des commentaires. C'est drôle comment est-ce que c'est ça. Il parle des position markers, les commentaires. C'est comme des commentaires de section dans le code, hein? Où est-ce que là tu... En C#, en tout cas, là, je déteste les régions. Là. Ah ouais, c'est ça. Maudit que je déteste ça. Mais je peux te dire une place où ce que j'en mets. Puis là, tu te demandes où je m'en vais. En assembleur. Ah ben là... On est en train de programmer un petit truc en assembleur, puis maudit que c'est pas lisible l'assembleur. je connais pas assez ça pour te dire si c'est pas correct ce que t'es en train de faire ou non, là. Je commente les blocs. Tu sais, des beaux petits blocs pour dire, OK, bon, ben, cette section-là de 400 lignes qui veut, dans le fond, juste faire un if. Parce qu'il n'y a pas de fonction en assembleur. Ben, ça s'appelle des procédures. Mais encore là, tu sais, tes procédures, à un moment donné, c'est que juste de stacker tes trucs sur le stack, avant de caler ta procédure,
pour exécuter ce que tu as à faire, c'est pratiquement le double du ligne de code que si tu faisais juste te mettre un label puis faire là ce que tu as à faire. Fait qu'à moins d'avoir à réutiliser de façon générique, je peux dire comme ça, un bout de code, tu laisses ça inline là dans tu vas avoir un fichier de 400 lignes d'assembleur, puis encore là, tu sais, on a commencé à trouver des stratégies pour le découper en différents fichiers, mais reste que c'est un peu un include à la PHP là, c'est juste que le où tu as mis le code du fichier va aller se placer à cet endroit-là, mais aux yeux du compilateur, c'est flat tout au même niveau. Il n'y a pas de fonction. Pour le fun, t'as-tu fait des recherches, genre, parce qu'il y en a du monde qui doit faire ça jour et nuit, là, de l'assembleur. C'est juste ça. Il doit, puis ça fait longtemps que ça existe, fait qu'il doit s'être fait des genres de bonnes pratiques un peu dans cette... Souvent, là, je te dirais que les blocs sont commentés. Puis pire que ça, chacune des lignes sont commentées. En assembleur, le commentaire, c'est un point-virgule, dans le fond. Fait que t'écris ton instruction, point-virgule, ton commentaire. Puis là, vu que t'es tellement bas dans le code, je te dirais que c'est quasiment juste des commentaires de type... Colin, on l'a dit tantôt, les commentaires de clarification. Dans le fond, c'est... là ici je prends l'adresse un tel pour avoir les bytes parce que dans la 4e position il y a un flag qui m'indique si le bonhomme est en train de sauter. Là après ça je compare je fais un AND parce que je veux faire un bit mask qui va enlever toutes les bits sauf celui que je veux vérifier. Là après ça je clear mon carry flag puis je compare à 0. Si c'est pas 0, je vais brancher à tel label. Fait que tu sais, c'est chaque code de bas niveau. Fait que c'est difficile de s'exprimer dans un langage naturel, dans un langage de programmation. C'est tous des shortcodes là. T'es là puis loader l'accumulateur, c'est LDA. Tu sais. Ça veut dire quoi, LDA, tu sais? Load quelque chose, accumulateur. En tout cas, mais pour vrai, dans du code récent, là, je dirais Angular, Flutter, C#, jamais je vais mettre un position marker. Jamais. Ben, écoute, lui, il dit, c'est intéressant parce que lui aussi, là, il dit souvent, le monde en abuse au bout, là. Puis, on s'entend, quand on a vu dans les fonctions sont supposées être petites, puis très précises, puis faire juste une chose. On va voir les classes la semaine prochaine, je pense, si je me trompe pas, là. C'est le prochain chapitre. Puis c'est un peu la même chose aussi. Tes classes sont supposées d'être relativement petites, se concentrer sur un domaine précis. Fait que pourquoi est-ce que tu aurais besoin de commencer à séparer un fichier de code source en région? Il dit qu'il peut y avoir certaines situations, mais là, ce qu'il dit, c'est devrait être rare. Parce que si tu commences à utiliser ça partout, ça perd de son efficacité, ce genre de choses-là. Puis quelqu'un ne voit plus, tu sais, fait que... Faut que quelqu'un le lise puis qu'il fasse OK, la section... Il y a quelque chose de spécial. Ça, tu sais, il faut qu'il ressente profondément le... OK, il y a une utilité à ça, là. OK, là, j'arrive. Ça, c'est probablement le pire des pires commentaires que tu peux avoir dans le code. C'est du code de commenter. Out, là. Tu sais, comme... Tu t'arrives dans une... C'est ça, t'arrives dans une section, puis là, clairement, il y a de quoi qui faisait de quoi, mais là, on veut plus que ça le fasse. On sait pas pourquoi. Puis on sait pas pourquoi il est encore là si on veut plus que ça le fasse. Là, on se demande, c'est-tu une erreur? Il l'a-tu comme enlevé juste parce qu'il testait de quoi, mais dans le fond, c'est supposé d'être là? Faudrait-tu que je le décommande pour voir ce que ça fait? C'est ça, exactement. Il y a plein de questions. Quand tu tombes sur ça, il y a plein de questions qui se lèvent. Puis ouais, c'est ça. C'est là. Puis bon, ça fait juste rajouter du bloat, comme on dit, là. Mais pourquoi, ben, premièrement, tu l'as-tu déjà fait? Moi, je peux te dire que oui. Oui, régulièrement, je vais mettre du code en commentaire. C'est quoi la raison? Pourquoi on va commenter un bloc de code? Moi, ben non, c'est-à-dire que je le fais, mais je le laisse pas. Mais pendant que je suis en train de faire un bout de programmation, ce que je vais faire, mettons, là, naturellement, ça va être dans du code qui est déjà existant.
puis là, faut que je vienne faire une modification. Ben, il peut y avoir deux cas. Je cherche un bug ou je fais une modification à un feature qui est déjà là. Ce que je vais faire des fois, pour me sauver de la job un peu, puis être pas obligé de faire CTRL-Z. je vais prendre le code que je sais qui fonctionne en ce moment. Je vais le mettre en commentaire. Puis là, je vais faire ma nouvelle implémentation au-dessus ou en dessous, whatever. Puis là, une fois que je sais que ça fonctionne, je vais retester. OK, c'est beau. J'ai rien brisé de ce qui existait déjà. Ma nouvelle petite différence d'implémentation, de fonctionnalité fonctionne aussi. Alright, let's go, on delete le commentaire. Tu sais. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je sais pas. C'est exactement la même chose. Okay. Je pense que ça fait partie du processus, tu sais, comme à un moment donné, il est déjà écrit, il fonctionne déjà, il y a un cas limite. Puis là, d'aller injecter le petit changement, ça viendrait tout casser. Attends 2 secondes, je vais le réécrire d'une façon clean. Puis là, après ça, OK, bon, j'ai réussi. T'as pu t'inspirer. Puis tu sais, si jamais aussi, veut pas, on travaille en équipe, ton collègue, il te demande un petit quelque chose, peu importe, là, tu te rappelles pas si tu t'es rendu, bon, etc. Juste de le mettre en commentaire, t'es capable d'avoir une genre de référence à... Mais rendu dans le PR, ça devrait être systématique. Oui. Tu vois quelqu'un qui commente, qui est dans le PR, il y a un bloc commenté, ça passe pas, là. Tu vas m'enlever ça right there. c'est déjà mort, t'es en train de le commenter, puis ça va pas se mettre à revivre magiquement, là. Ça va juste mourir de plus en plus dans le code, là. Moi, même des fois, ça m'arrive que je vais aller faire de la maintenance dans un code base que j'ai jamais travaillé. Je vois un bloc de commentaires, de code, un bloc de code commenté, excuse-moi. C'est systématique, je le lis même pas. Je zappe le truc, je me dis que c'est quelqu'un qui a oublié de l'enlever. Parce que clairement, si le logiciel fonctionne, il n'y en avait pas de besoin. Puis s'il fonctionne pas, c'est pas ce commentaire-là qu'il va falloir que je lise pour trouver la solution. Non, c'est ça. Bien d'accord. Un autre type de commentaire à éviter, selon lui, too much information. Il donne un exemple, là, mais je vais prendre un que tu as déjà donné, ton exemple de regex, là, dans le fond. Ouais. Où est-ce que toi, tu disais que tu mettrais un commentaire qui explique dans le fond, le texte là, qui est à détecter ou qui est à modifier ou whatever. Puis ça, c'est bon. Mais quelqu'un pourrait se mettre dans le commentaire, en plus de ça, à t'expliquer comment il a monté le regex pour arriver, tu sais, à finalement t'expliquer le regex. Fait que là, quand tu mets un D à cet endroit-là, ça, c'est les là, quand tu rajoutes... T'es supposé d'au moins... Si tu te mets à lire le regex, va au moins t'informer un peu sur c'est quoi les trucs de base du regex. Tu sais, c'est ça. C'est ça, tu sais, il y a une limite à l'éducation que tu es obligé de faire dans le code source comme tel. Tu mets un commentaire pour dire que, bon, ben ça, c'est un int. Un int, habituellement, c'est 32 bits. Mais des fois, on peut être tenté. Ouais, ça, c'est des choses de... C'est un exemple extrême, là, mais ça l'illustre le point. Mais des fois, pour des choses... Tu sais, je pense, mettons, à des protocoles de transfert ou des choses comme ça. Mettons, là, t'as une fonction, puis ça fait quelque chose d'un peu spécial parce que... ça l'envoie de l'information à travers TCP ou je sais pas. Puis bon, c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi puis comment ça fonctionne. Là, tu pourrais te tenter de dire ben là ici je fais telle chose parce que TCP ça a été fait en 1978 puis quand tu sais whatever là, si tu comprends l'idée. Fait que c'est ça. À la limite je me dis à l'ère d'Internet, tu sais, mets un lien à un article qui explique le protocole déjà, ou whatever, si la personne a besoin de savoir ou est intéressée. Puis encore là, c'est dangereux. C'est parce que le lien, il va peut-être mourir, lui aussi, bon il va peut-être changer, c'est peut-être plus la même affaire. Super bon point. Que t'es peut-être mieux, à la limite, de le mettre dans ton commit message. Ouais. Le lien est encore là, si quelqu'un il va blâmer, il veut voir, il va voir le commit message, il va voir le lien, il va le voir, mais il va comprendre que c'était le lien à l'état de cette date-là. Parce que dans le code, il n'y a pas d'état, là. Un commentaire, là, c'est live, tout est supposé à jour, présent et bon pour maintenant. C'est ça. C'est un très bon point. Très, très bon point. Ouais. Un point pour Nicolas. À maintenant, on va faire un tableau de pointage on site. Bob Martin, Philippe, Nicolas. Ouais, je pense que Bob Martin, il va nous clasher quelque chose de rare, là.
Attends, il donne, tu sais, il dit Javadoc, c'est non-public code. Autant qu'il disait que c'était bien d'avoir un Javadoc pour les API publics, va pas en mettre dans ton... c'est ça. Fait que moi, ça fait pas mal le tour de ce que je trouvais le plus pertinent là, comme exemple de code de commentaires, à éviter. Est-ce qu'il y en avait d'autres, toi, Nicolas, que tu pensais? Non, moi, je voulais juste réitérer sur le fait que de tout ce que j'ai lu du clean code à date, je te dirais que c'est celui-là qui a changé le plus ma perception d'un élément. Tu sais, mettons, quand j'ai lu les variables, c'était comme common sense, fonction, etc. Puis, tu sais, j'étais capable de repérer ce que je faisais mal, puis j'étais capable de repérer ce que je pouvais, des pistes de solutions sur comment je pouvais mieux faire. Mais les commentaires, on dirait qu'à chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, j'étais comme indécis, j'y tenais un peu, puis j'étais pas capable de dire pourquoi, puis de l'autre côté, j'y tenais pas tant, puis j'en mets pas partout non plus. En lisant le chapitre 4, ça m'a vraiment dit, ok, ouais, non, là je comprends où c'est que c'est pertinent, puis je pense que c'est ce qui a changé le plus ma perception des commentaires, c'est le chapitre 4. Ouais, puis c'est un peu libérateur dans le fond là, si on veut. Ça te donne des outils pour c'est ça. T'exprimer, parler en code, puis quand tu parles à un autre développeur aussi, t'as des outils pour lui dire pourquoi il devrait pas en mettre. C'est vrai. Non, puis aussi dans le fond quand on y pense là, écrire tu sais, mettons que t'étais le style de développeur qui utilisait quand même pas mal les commentaires, puis t'étais soucieux de faire au moins essayer de faire une bonne job avec tes commentaires. Ça demande quand même du travail, là, d'écrire un commentaire pertinent, qui est bien écrit, qui est pas tout croche, qui est pas plein de fautes d'orthographe, mettons, tu sais, puis si tu as une certaine fierté, là, dans ce que dans ce que tu laisses pour la postérité, tu sais. Fait que, c'est des efforts, c'est du temps d'écrire un bon commentaire. Pourquoi pas utiliser ces efforts et ce temps-là pour écrire du bon code, s'exprimer clairement dans le code, voir si on peut pas refactorer notre code pour qu'il s'explique de par lui-même, tu sais. Un point pour Philippe. Je pense que ça finit 1-1. C'est bon, on va laisser ça sur égalité. Égal. Philippe, égal, Nicolas. Compare to, c'est ça, égal 0. Cool, super. OK, je pense qu'on a fait pas mal le tour des commentaires pour cette semaine. Je suis content. Ouais, la semaine prochaine, on examine le chapitre 5. J'ai dit, je pensais que c'était les classes, mais je viens de regarder, c'est le formatting, c'est ça, le formatting. Ça va être intéressant. Je pense, de mémoire, là, on parle beaucoup du formatting. Non, mais c'est mettre un commentaire sur la méthode qui s'appelle formatting. C'était bien utile. Non, mais comme l'espacement vertical, horizontal de ton code, entre autres, là, qui me revient de mémoire. Mais c'est beaucoup plus que ça aussi. Là. C'est juste de faire que visuellement, la façon que tu écris ton code, autant le style que l'espacement. Puis tabs versus spaces. Je pense qu'il parle peut-être un petit peu de ça. En tout cas, on va avoir du fun avec ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous, tous nos auditeurs. Merci Nicolas d'avoir partagé ces quelques moments avec moi. On a hâte à la semaine prochaine.